Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes le vendredi 6 janvier 2023 et vous êtes bien dans une nouvelle édition, la dernière édition de cette première semaine de l'année 2023 du live de TV Finance. Et pour clore en beauté cette semaine, eh bien, je suis en duplex avec Cédric Leboussy pour parler politique. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Cédric d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux, au nom de toute l'équipe de TV Finance, Cédric. Merci à vous aussi, merci. Merci beaucoup Cédric, c'est très gentil de votre part. Cédric Leboussy, vous êtes créateur, fondateur du site internet vuedailleurs.com et avec vous, on va dans un premier temps faire un bilan de l'année 2022, un bilan politique 2022. Cédric, quels sont les principaux faits politiques que vous avez retenus ? S'il faut faire un bilan de l'année 2022, moi je vais donner deux adjectifs, des mesures et lucidité. Des mesures, pourquoi ? Parce qu'on a eu un vote utile lors de l'élection présidentielle et on a eu une coalition de gauche pour les législatives et une belle primaire de droite. Et lucidité parce qu'on a une tripolisation de l'Assemblée nationale et une majorité relative au président de la République. Comme on peut le voir sur la carte ici à ma droite, l'arrivée massive de la NUPES, la coalition des NUPES, ça a réduit énormément la majorité que le président Emmanuel Macron avait dans la dernière Assemblée nationale. Oui, très clair, effectivement, c'est un principaux faits. Vous n'avez pas retenu la guerre en Ukraine ? Non, parce que pour moi, la guerre en Ukraine, c'est un événement qui est venu changer et juste modifier la campagne électorale. Parce que Emmanuel Macron n'a vraiment pas fait du tout une très belle campagne pour les chroniqueurs et les analystes. On a eu une campagne un peu pauvre, passez-moi de l'expression. Du coup, les Français ont voté vraiment avec beaucoup de mesures. Parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir, si vous voulez, un dysfonctionnement de la politique, c'est-à-dire avoir les mêmes personnes au pouvoir qui géraient les affaires. Donc pour moi, la guerre en Ukraine est juste venue modifier la campagne en elle. Elle a influencé la campagne. Elle a influencé la campagne. Un des thèmes de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est la réforme des retraites. Cédric, une réforme qui est extrêmement controversée, très délicate, qui s'annonce être un vrai combat. Elle doit être votée le 10 janvier prochain, hein, je le rappelle. Où en sommes-nous, Cédric, des discussions sur la réforme de la retraite, sur cette réforme des retraites ? Déjà, avant d'arriver à la réforme de retraite, on en parlait déjà sur le plateau de TV Finance il y a quelques mois, c'est l'utilisation du 49.3. Aujourd'hui, avec la majorité relative que le président de la République à l'Assemblée nationale, ça va être très, très difficile d'entreprendre des discussions avec les autres groupes parlementaires. Donc, par rapport à cette situation, on a vu la création vous savez, l'organe qui permet de réfléchir, qui a été créé par le président de la République. Je pense que cet organe permettra d'avoir des discussions avec les différents partenaires pour la réforme de retraite. Donc, pour le moment, ils sont un peu dans des discussions. Ils essaient de voir comment ils vont faire pour pouvoir entamer cette réforme de retraite. Ok, très clair. Mais donc, du coup, selon vous, un 49.3 est envisageable malgré les tensions actuelles en France ? Mais je pense pas qu'il y aurait de 49.3, honnêtement. Je pense pas, parce que s'il y a un 49.3, on va se retrouver avec une insurrection populaire. On le voit déjà même avec la montée des prix, hein, l'inflation qui est actuellement. On ne peut pas s'amuser à créer en fait une tension en utilisant tout le temps le 49.3. Et ce serait très très dangereux si la première ministre se met à utiliser le 49.3 pour la réforme de retraite. Alors c'est très clair, d'ailleurs je crois que c'est Fabien Roussel qui nous expliquait qu'il faudrait un référendum carrément sur la réforme des retraites. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi je ne ferais pas un référendum sur la réforme de retraite, je ferais un référendum sur le travail. Qu'est-ce que c'est le travail aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est le travail pour les Français ? Hein ? Et puis deuxième chose, dans cette réforme, il y a un autre sujet qu'on n'en parle pas trop, c'est l'employabilité des seniors. Quelle est l'employabilité des seniors ? Quelle politique aujourd'hui on a pour l'employabilité des seniors ? Quand on regarde le dernier rapport de l'Institut Montaigne par la voix de Maître Morel, ils expliquent bien qu'il faut vraiment, c'est un sujet qu'il faut prendre à cœur. Et je pense que pour la réforme de retraite, le vrai sujet de fond, c'est l'employabilité des seniors. Qu'est-ce qu'on fait des seniors ? Est-ce qu'on continue à maintenir l'âge du senior à 45 ans, comme vous le savez ? Aujourd'hui, un senior
et à 45, on est considéré comme senior. Est-ce que le monde actuel nous permet encore de le faire? Ça, c'est deuxième chose. Et puis, troisième chose, on regarde les autres pays de l'OCDE, comme ils le répètent, tous les acteurs politiques ne cessent de le répéter. Le gouvernement ne cesse de le répéter. On est le pays où l'âge de la retraite est le plus bas, et relativement bas par rapport aux autres pays de l'OCDE. Donc, dans le fond, c'est l'employabilité des seniors. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des seniors? Je ne ferai pas un référendum sur la retraite, je ferai un référendum plutôt sur le rapport au travail. Quel est le rapport au travail des Français aujourd'hui? Donc ce que vous nous dites en fait, c'est que c'est une réforme injuste, puisque en réalité, augmenter l'âge de la retraite, donc 64 ou 65 ans, ne fera pas augmenter l'espérance de vie des Français. Espérance de vie qui varie en fonction des différentes classes sociales. Du coup, est-ce que cette réforme n'avantagerait pas les personnes ayant des espérances de vie les plus longues, comparées à celles qui ont eu des travaux pénibles tout au long de leur vie, qui donc par la force des choses malheureusement ont une espérance de vie plus courte. Du coup, est-ce que au-delà de l'employabilité, c'est pas plutôt la pénibilité qu'il faudrait prendre en compte? Non, lui, Antoine, je répondre à votre question, vous parlez d'injuste. Je ne trouve pas que la réforme est injuste. Il faut faire la réforme. Mais est-ce qu'il faut faire la réforme de cette façon-là? Non. Il faut peut-être, je vais me répéter, il faut discuter avec les acteurs. C'est pas peut-être le point de l'âge, peut-être c'est le nombre de trimestres. Vous voyez, si on répond à la question de l'employabilité des seniors, on peut remettre cette réforme sur la table. Il faut la faire, la réforme. Il faut absolument la faire. Mais est-ce qu'il faut la faire en temps, c'est-à-dire dans un mois, il faut la faire ou dans 2 mois? Non. Peut-être qu'il faut prendre un temps important pour discuter avec tous les partenaires, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit les entreprises. Vous voyez, c'est très important, mais il faut la faire. Il y a eu une discussion, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'échange entre les partenaires sociaux et Matignon. Hein. Du coup, a priori, ce qu'il en ressort actuellement des derniers échanges, c'est qu'a priori, eh bien, les représentants sociaux ne sont pas du tout d'accord avec cette réforme. Et ils tapent même, et ils menacent même en disant que si elle était votée en cet état, eh bien, la France devrait faire face à des difficultés sociales assez prononcées. Mais voilà pourquoi le Parlement est là, lui, Antoine. En même temps qu'on discute avec les partenaires sociaux, il faut aussi qu'il y ait un agora au sein de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que Macron a une majorité relative. Sinon, les Français auraient donné une majorité absolue à Emmanuel Macron. Les Français, ils ont fait preuve de lucidité. Ils ont fait preuve de lucidité de voter, de donner une majorité relative au président de l'Assemblée nationale. Vous parlez de l'agora, vous parlez de la Chambre. J'arrive, lui, Antoine. C'est pour qu'on puisse échanger, discuter, pour que les gens puissent... Parce que sinon, regardez à quoi on assiste. Là, aujourd'hui, si on devait faire un profil sociologique d'Elisabeth Borne, sur son front, passez-moi l'expression, on marquerait 49.3. C'est-à-dire que toutes les lois qu'elle a fait passer aujourd'hui, elle n'a fait qu'utiliser le 49.3. On n'est plus dans une démocratie. Vous voyez, oui, mais d'un autre côté, c'était prévisible, on le savait tous, qu'avec cette répartition dans l'hémicycle de la Chambre basse, il était inévitable que ça allait amener un espèce de brouhaha total, des confrontations inévitables. Du coup, ça m'amène à cette question que j'ai envie de vous poser, Cédric. Vous parlez donc de la Chambre basse, du Parlement. Est-ce que, selon vous, la gauche est unie face à cette question de la réforme des retraites? Non, la gauche n'est pas unie parce que je vous rappelle quand même que la gauche dont on parle ici, vous parlez bien de la gauche au sein de l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Voilà, donc de la coalition. Et dans cette coalition, on voit les divisions qui en interne. Déjà, il y a un problème de leadership, mais ça, on abordera oui, c'est plus tard. Mais coalition qui vacille, hein, c'est les Verts avec sa nouvelle représentante nationale, Marine Tondelier, qui disait que bien, les Verts, les écolos, sortaient de la NUPES. Hein. Oui, ça fait partie des projets 2023. Bon, on va en parler plus tard. Mais pour revenir à la question, la gauche du tout, dans son ensemble, je pense que la gauche n'est pas d'accord. Parce on sait bien que pour arriver à l'Assemblée nationale, la gauche a eu recours à une coalition. Mais ils ont eu recours à la coalition, pas sur les sujets de fond, sur la forme, juste sur la campagne. Et puis, il faut dire que Jean-Luc Mélenchon fait un très bon travail de rassembleur. Mais je veux revenir là-dessus, lui, Antoine, par rapport à la réforme de retraite. Il faudrait que ça se passe au Parlement. Il faudrait qu'il y ait
il faudrait qu'il y ait des échanges au Parlement. Il faut que les parlementaires apprennent à discuter. Il faudrait qu'il y ait concertation. Il faudrait que le gouvernement ait recours à la concertation. C'est très, très important. Alors, en supposant, Cédric, que le gouvernement n'ait pas recours à la concertation, au débat, justement, et que, eh bien, Elisabeth Borne fasse appel, alors je crois que c'est la 8e fois, au 49.3, est-ce que 2023 serait considéré comme une année politique charnière, du coup, si le gouvernement passait en force, encore une fois? Bon, faisons de la politique fiction. Imaginons que le gouvernement utilise au 49.3, comme vous le dites. Oui, on va assister. Il est fort probable que l'on assiste à des insurrections populaires entre les boulangers, peut-être même un retour des gilets jaunes. Mais vraiment, j'y crois pas. J'y crois pas, lui, Antoine. J'y crois pas du tout. Monsieur Martinez, hier, expliquait que lui non plus n'y croyait pas à un retour des gilets jaunes. Oui, j'y crois pas. C'est pour ça que je pense qu'elle n'utilisera pas le 49.3, lui, Antoine. Écoutez, moi j'en sais strictement rien. A priori, la date d'échéance c'est le 10 janvier, hein, donc on est le 6, c'est dans 4 jours. Si les discussions, comme vous nous le dites, sont encore très chaudes, très belliqueuses, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un passage en force, peut-être. Mais ce serait probablement à la fois un suicide politique. Alors 2023, c'est une année sans élection majeure, sans élection directe. Du coup, il n'y a que les sénatoriales. Du coup, il n'y a pas vraiment de risque. Le risque sur 2023 n'existe pas. Par contre, 2024 avec les européennes, là, le gouvernement non seulement ferait face à une situation sociale délicate, mais en plus se tirerait une balle dans le pied pour 2024. Du coup, 2023, oui, est-ce que selon vous, c'est une année politique charnière, Cédric? Oui, c'est une année politique charnière sur plusieurs raisons, pour plusieurs raisons. La crise au sein de LFI, tout à l'heure, je vous parlais du leadership de Jean-Luc Mélenchon, qui est remis en question avec l'affaire Katner. On le voit, la gestion de l'affaire Katner a remis en question le leadership de Jean-Luc Mélenchon. La réforme de retraite aussi divise la gauche, la coalition de gauche, mais aussi la LFI, parce qu'on voit des différents courants. L'incertitude de Renaissance. Renaissance, jusqu'à maintenant, s'appuyait que sur la personnalité d'Emmanuel Macron et sur la présidentielle. Ils ont du mal à se positionner. On ne sait pas concrètement où est-ce qu'ils y vont, en fait. Quelle est leur position par rapport à la réforme de retraite? Parce que là aussi, il y en a qui parlent de concertation. On a vu un peu la posture de François Bayrou, qui est quand même un allié d'Emmanuel Macron. L'interrogation de l'existentiel du Parti socialiste et des Républicains. Est-ce qu'en 2023, les Républicains vont encore exister? Parce qu'on a vu un peu la différence qu'il y avait, les différents courants lors des primaires des Républicains. Donc, vous voyez, tout ça, en fait quand même un cocktail qui va exploser en 2023. C'est bien parce que ça permettra aux partis politiques, en fait, de se repositionner, puisqu'il n'y a pas d'élection, hormis les sénatoriales qui auront en septembre. Et puis, autre chose qu'il faudra ajouter pour 2023, c'est l'avenir de Horizon, le parti d'Édouard Philippe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'avec la division, c'est pas la division, mais avec le schisme qu'il y a au sein des Républicains, il se pourrait que Édouard Philippe en profite de cette situation. Édouard Philippe, le parti Horizon en profite de cette situation pour gonfler ses rangs, en fait, des députés. Parce que je pense que les déçus des Républicains iront rejoindre Horizon. Et les déçus du macronisme? Alors, les déçus du macronisme, on verra bien. On verra bien, peut-être il y aura un autre courant qui verra le jour. Très clair. Merci Cédric. Merci Cédric de nous avoir accompagnés ce matin pour clore cette première semaine de l'année 2023. Cédric Leboussy, je rappelle que vous êtes fondateur du site internet vuedailleurs.com. Voilà, cette édition du 6 janvier est terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie beaucoup. J'ai été ravi de vous accompagner en cette fin de première semaine de l'année 2023. J'en profite pour réitérer tous nos vœux de ma part et de la part de l'ensemble de l'équipe de TV Finance.